Amis camping-caristes, bonjour. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne, ils le savent, pas d'introduction, pas de longues vidéos avec des défilés, de la musique et tout, on rentre dans le vif du sujet directement, et de même pas de générique de fin, un simple au revoir. Évidemment, on parle ici de technique, donc il n'y a pas de publicité, je vous demanderai jamais le pouce, je vous demanderai jamais de vous abonner. Chacun fait comme il veut. Ceux que mes vidéos intéressent, eh ben, viennent voir et reviennent à leur convenance. Puis ceux que ça intéresse pas, bah, qui passent leur chemin. Alors, je parle pas toujours de technique parce que de temps en temps j'ai des coups de gueule. Quand il y a des choses qui me choquent, eh ben, j'en parle. Je fais partager mes idées. On échange dessus, parce qu'évidemment, je peux me tromper. Alors, aujourd'hui, nous allons parler encore de transfert thermique. Alors, souvenez-vous, j'ai fait, là, dans la dernière vidéo, la vidéo 53, j'ai parlé des transferts thermiques à travers des parois, camping-car, de maisons, de chambres froides, évidemment. Euh, donc, comment on calculait la quantité de chaleur qu'il fallait apporter pour chauffer ou pour refroidir, donc tous les déperditions. Dans une autre précédente vidéo, la 52, je vous ai parlé du refroidissement de cette caméra-là, qui est l'Insta 360 et qui chauffe énormément quand on filme en permanence avec un enregistrement perpétuel des 3 dernières minutes, 5 dernières minutes ou 10 dernières minutes, on fait un peu ce qu'on veut. C'est bien pratique pour enregistrer quand on roule avec le camping-car. Le seul souci qu'il y a avec cette caméra-là, et apparemment avec les plus récentes, c'est que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Alors, ils ont sorti un grip qu'on met dessus. Je vais vous mettre la photo. Soi-disant que ça ralentit les alarmes de sécurité et température interne, mais j'y crois pas beaucoup. C'est pour ça que dans la vidéo 59, j'ai mis en place un système de refroidissement avec une cellule comme ça à effet Peltier, hein, les cellules qu'on a sur les glacières. Alors bien sûr, tout le but des vidéos, c'est de parler d'un problème réel, mais surtout de développer des solutions, et puis comment on fait des mesures, comment on peut les interpréter, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ces soucis. Donc, j'avais parlé de ce capteur, de cette cellule à effet Peltier qui va permettre, à l'aide de l'air, donc on fait un mini climatiseur avec des échangeurs comme ça, hein, des dissipateurs thermiques. Donc, la caméra a été refroidie par de l'air, donc on est dans les échanges par convection, d'accord? Quand on colle une cellule sur le dissipateur, comme ça, avec de la pâte thermique, là, on est dans la conduction, c'est-à-dire que dans la vidéo 52, j'ai expliqué comment la cellule Peltier pouvait conduire le froid ou le chaud sur des dissipateurs, et après, en faisant passer l'air dessus, l'air froid, donc, hein, si on est sur le côté froid, comment cet air pouvait refroidir par convection la caméra. Voilà. Alors, cette caméra 360, ils en sont à la version 5. Et c'est marrant parce qu'il y a une autre marque qui s'appelle DJI qui font des drones. Hein, moi j'ai un drone, un Mini 3 Pro, donc c'est déjà une ancienne génération, parce que là ils sont en train de sortir, enfin ils ont même sorti la version 5. Donc mon drone, je l'ai scratché en montant au Cap Nord. Alors j'ai pas eu de chance, je l'ai scratché avant d'arriver au Cap Nord. J'aurais préféré le scratcher au retour, comme ça m'aurait permis de prendre des vues, mais c'est de ma faute, c'est une faute d'inattention. Donc il existe des grips, comme vous pouvez voir à l'écran, pour cette caméra-là, qui soi-disant refroidit, mais comme je vous dis, je n'y crois pas trop. Et puis, alors donc DJI sort
une caméra 360 qui va s'appeler Osmo 360. Donc, c'est la concurrent de ça. Mais d'un autre côté, Astra sort un drone. Et apparemment, le drone, d'ici la fin de l'année, aura dessus une caméra 360. Donc quand vous allez voler avec le drone, vous ne filmerez plus ce qui est devant, vous filmerez en 360, ça risque d'être assez sympa. Donc je vais attendre avant de renouveler ma caméra, de voir les avis sur ce nouveau drone, parce que bon, peut-être que ça sera performant au niveau vidéo, mais d'un autre côté, ils sont tout nouveaux concernant la fabrication de drones, et là ça peut être inquiétant, parce que un scratch, un ça va, mais deux, j'aimerais éviter. Donc, dans cette vidéo-là, nous allons refroidir la caméra, non plus avec de l'air, mais avec par conduction. Donc je vais coller un petit échangeur comme ça, où on va faire entrer de l'eau ici et ressortir de l'eau là. On va le coller contre la caméra, et là, par conduction, on va refroidir la caméra. Ça va être le premier développement que je vais faire. Second développement, je vais coller sur l'échangeur une cellule à effet Peltier, toujours avec le dissipeur, avec la pâte thermique dessus, comme ça. Voilà, et donc l'eau va refroidir l'effet Peltier sur la partie chaude, et ici, nous allons avoir une température, vous allez voir, très froide, sur l'effet Peltier, côté froid. Donc on va avoir tout ça ensemble, et je vais vous passer la première vidéo pour vous montrer un petit peu le montage. Avant, je vous fais voir la pompe de circulation, et après le montage. Alors voici la pompe. Alors c'est une pompe immergée, que je vais mettre dans un seau. Donc elle va aspirer dans le fond du seau, rejeter l'eau pour entrer dans l'échangeur thermique, récupérer la chaleur de l'échangeur et retourner dans le seau. Voilà. Donc cette pompe a un débit de 840 litres heure, 3 ampères, sous 12 volts. Alors, il faut savoir que ici où je suis, j'ai pas pu commander tout ce que je voulais parce qu'on voulait, Amazon ne voulait pas livrer dans le coin. Pourquoi? C'est pas directement Amazon, hein, c'est les fournisseurs. Donc, j'avais sélectionné une autre pompe où je pouvais régler les débits. Vous verrez que là, je peux modifier aussi la tension pour régler le débit, mais il voulait pas livrer. Donc c'était directement le fournisseur qui livrait, et il a dit non, je livre pas là où je suis, ça a l'air d'être paumé apparemment. Et idem pour les échangeurs thermiques, je vais vous expliquer ça un peu après. Donc cette pompe, elle vaut 16 €, et elle a une hauteur manométrique, je crois, de 5 mètres. Alors, c'est quoi la hauteur manométrique? C'est, en fait, quand vous mettez la pompe dans l'eau, s'il y a 5 mètres de colonne d'eau, ben, ça veut dire que la pompe peut faire monter l'eau jusqu'à 5 mètres. Donc, quand vous êtes en boucle fermée, c'est la perte de charge. Alors, plus vous allez mettre des tuyaux petits, et des échangeurs dans lesquels il faut passer dans du 6 mm, vous allez créer des pertes de charge. Ça veut dire qu'on n'aura jamais les 840 litres heure. Pour information, les pertes de charge, alors si vous prenez un circuit tel qu'il est là, avec un tuyau comme je vais vous faire voir, si vous doublez le débit, vous multipliez par 4 les pertes de charge. Hein. Les pertes de charge augmentent au carré soit du débit ou soit de la vitesse, hein, à section équivalente. Si vous doublez le débit, vous doublez les vitesses et vous multipliez par 4 le carré de la vitesse. Les pertes de charge. Alors, ça pour dire que quand vous avez une pompe qui fait circuler une certaine quantité, si vous voulez doubler la quantité, il va falloir augmenter la puissance de la pompe pour combattre cette perte de charge que vous allez rajouter. Petit aparté là-dessus, je vais vous faire voir l'échangeur que j'ai acheté. J'en ai pris, alors c'était vendu par 2 à 12 €, quoi, 11,99 €.
c'est du 40 mm par 40 mm, et c'est en aluminium. Je précise. Pourquoi? Parce que je voulais acheter cet échangeur en cuivre. On va le voir tout de suite après. Voilà. Alors, l'unité, c'est 31,85 €. C'est celui-là que j'ai pas réussi à avoir. Et c'est bien dommage parce que le cuivre est meilleur conducteur que l'aluminium. Alors, on va regarder ce problème de compte. Enfin, ce problème. Cette information, voilà. L'aluminium, coefficient lambda. Alors, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez de quoi je parle. Un coefficient lambda, par exemple, de 237 watts, c'est-à-dire que ça transmet 257 watts dans l'aluminium. Si l'aluminium fait 1 mètre d'épaisseur sur 1 mètre carré, et que vous avez une différence de 1 degré Kelvin. 1 degré Kelvin, c'est des Kelvin, c'est les différences de température, différence en degrés Celsius. Hein. Quand vous avez 29 et 30, eh ben, vous avez une différence de 1 degré Kelvin. Donc j'en ai parlé déjà dans les vidéos précédentes, et là on voit que l'aluminium est à 237 et le cuivre à 390 watts. Ce qui veut dire qu'on est quasiment à 1,6, 1,7 fois moins d'échanges avec l'aluminium qu'avec le cuivre. Donc ça pénalise. Bon, il y a le coût aussi qui rentre en ligne de compte. Hein. Alors après, il faut faire les calculs, voir si ça passe avec l'aluminium, c'est pas la peine de mettre du cuivre. Et ça dépend aussi de la qualité des matériaux, du cuivre. Hein. Là, le cuivre pur, je l'ai mis plus bas, il est à 398 watts. Donc là, on n'est pas dans du cuivre pur, on est dans du cuivre recuit. Et à comparaison, la laine de verre, vous voyez, c'est 0,032 watts. Et logique, la laine de verre, c'est l'effet inverse qu'on lui demande, c'est de ne pas conduire la température, mais de la freiner. Donc, dans 1 mètre carré de laine de verre avec 1 mètre d'épaisseur, ben, si vous faites des murs d'1 mètre d'épaisseur, au mètre carré, ben, il n'y a que 0,032 watts qui passera s'il fait 0 dehors et que vous voulez 1 degré à l'intérieur. Évidemment, si vous multipliez ça par 20 degrés, c'est-à-dire 0 degré par 20 degrés à l'intérieur, il faut multiplier ça par 20. Mais même par 20, ça fait pas grand-chose. Mais enfin, 1 mètre d'épaisseur de laine de verre, c'est déjà pas mal. Voilà pour ce qui est un petit rappel des coefficients d'échange. J'ai acheté aussi un peu de tuyauterie. Hein. J'ai acheté 3 mètres de tuyauterie souple. Alors pour aller là-dedans et dans la pompe, eh ben, il faut du 0,8 par 10 mm extérieur, 0,8 mm intérieur par 10 mm extérieur. C'est relativement souple, hein, ce modèle-là, ça permet de pouvoir le cintrer plus facilement que du plastique très rigide, c'est un peu embêtant à manipuler. J'ai acheté, bien sûr, des cellules thermoélectriques, ça sera pour vous faire voir le deuxième exemple que je vais faire en refroidissant, en simulant le refroidissement de la caméra avec une cellule à effet Peltier, refroidie par de l'eau, contrairement à la vidéo précédente où c'était refroidi par de l'air, et refroidi par de l'air le côté chaud de la cellule Peltier, et refroidi la caméra par de l'air, qui a été refroidi par l'effet Peltier à travers un dissipateur. Je me répète, je suis gaga. Voilà. Donc, ça, j'ai payé 12 € les 3. Et on voit ici les caractéristiques de la cellule à effet Peltier. Alors, il faut savoir que les cellules à effet Peltier, c'est très complexe à configurer, hein, parce qu'il y a tout un tas de paramètres pour avoir la puissance max qu'on peut tirer d'une cellule donnée. Hein, donc notamment la différence de température entre le côté chaud et le côté froid. Là, ils disent que ça ne doit pas dépasser 62 degrés. D'accord, donc ça c'est une des conditions. Après, il y a la tension, il y a ce que ça consomme, enfin... Ils donnent très peu d'informations, et même quand on va directement chez les fournisseurs, enfin les fournisseurs façon de parler, si vous allez sur AliExpress, Alibaba, Temu ou autre, vous n'allez pas trouver des informations beaucoup plus que ça, parce que les gens qui distribuent, ce ne sont pas les fabricants, et ils ont des informations succinctes. Donc à moins de connaître exactement ce que vous voulez, il ne faut pas compter sur eux pour avoir des informations techniques.
il faut aller plutôt directement dans les usines, et là aussi, c'est compliqué. Là, ça fait plusieurs mois que j'échange avec les usines en Chine concernant des cellules comme ça, mais l'effet inverse, hein. Là, c'est la Pelletier, cocorico, monsieur Pelletier, mais vous avez Sidbeck, qui est une personne qui a trouvé, avant Pelletier d'ailleurs, l'effet inverse de la cellule Pelletier, c'est-à-dire en chauffant cette cellule d'un côté et la refroidissant de l'autre, on se retrouve avec une tension et une intensité, donc une puissance. Donc c'est un générateur thermoélectrique, hein, l'effet Sidbeck. Et je travaille dessus parce que dans l'esprit, on verra ça plus tard, je veux récupérer la chaleur du pot d'échappement du chauffage gasoil, donc cette chaleur qui est perdue, qui part dans l'échappement, pour fabriquer de l'électricité avec des cellules Sidbeck. Donc alors là, les pelletiers, c'est de la rigolade à côté, c'est extrêmement compliqué les cellules Sidbeck, mais je vous ferai une explication, j'espère le plus simple possible, pour vous expliquer comment ça marche, vous allez voir, ça sera le top 10 des trucs, ça sera hyper passionnant, enfin du moins pour moi qui travaille dessus déjà depuis des mois, c'est très 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 passionnant. Bon, maintenant je vais vous faire voir le montage, et puis je reviens vers vous après. Petite calibration pour effectuer les mesures, donc j'ai mis l'échangeur contre la caméra, mais la caméra est arrêtée. La pompe est dans l'eau, avec les 3 sondes de température, là, les fils bleus, les thermocouples K, et la sonde noire de cet enregistreur. Donc on voit qu'on est précis à 1 à 2 dixièmes près, y compris sur cet appareil-là qui fait les enregistrements. On va regarder ça, je vais vous passer la vidéo. De l'autre côté, on voit que la pompe consomme 1,75 ampères sous 12 volts, 98. Bon, on peut essayer d'augmenter un tout petit peu la tension. Si on se met un tout petit peu plus haut, elle va tourner plus vite la pompe. Allez, je vais me mettre à 13 volts. Donc on a 25-26 watts pour 1,96 ampères. Bon, ça balaye un peu, c'est normal. Voilà, on va laisser tourner sans mettre la caméra en marche pendant un certain temps. Et je vais vous faire voir la fréquence d'enregistrement que je vais mettre à 2 minutes sur cet appareil-là. Pour voir s'il y a une élévation dans le temps de la température de l'eau. Voilà, on va aller voir la sonde 13. Alors, vous voyez, j'en ai beaucoup, hein, parce que moi, les mesures, c'est mon truc. Donc là, je peux enregistrer, donc il me dit qu'il va remettre à 0 si je change la fréquence, vous voyez. On peut enregistrer toutes les 10 secondes, 30, 1 minute, 2 minutes, etc. Moi, j'ai sélectionné 2 minutes. On revient en arrière. J'ai fait une petite calibration à moins 1 degré pour pouvoir que tout cela soit synchro. Bon, et le nom, c'est Batterie Cellule. C'est un enregistreur que j'utilise d'habitude dans le camping-car pour enregistrer certaines températures. Voilà. Donc les enregistrements sont partis. Et on voit qu'on est à 18,5. Bon, évidemment, les autres sont pas en gras. Pourquoi? Parce que ils sont tous dans le camping-car. Voilà, nous sommes à 18,5. 18,6 et on va attendre voir si ça augmente. Et en dessous, on a l'humidité relative aussi, hein, 76,65. Alors, la sonde d'humidité relative est directement dans le boîtier, évidemment, c'est pas dans la sonde qui est dans l'eau. Alors, vous l'avez bien compris, la démarche intellectuelle de cette vidéo, comme des autres, c'est de vous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants, la démarche intellectuelle pour pouvoir comprendre les phénomènes physiques et surtout comprendre les équations qui vont venir, je les détaillerai aussi, hein, pour calculer des choses qui peuvent être utiles dans la vie courante. Là, mon histoire de refroidissement de caméra, c'est un exemple, c'est un sujet, évidemment, vous n'allez pas tous avoir besoin de refroidir une caméra dans un camping-car. Mais c'est la gymnastique intellectuelle qui est intéressante. Première gymnastique, ce que vous voyez à l'écran,
je l'ai fait voir tout à l'heure, à l'arrêt de la caméra, c'est-à-dire sans apport thermique, j'ai laissé tourner la pompe et j'ai mis toutes les sondes dans le seau d'eau. Tout ça pourquoi? C'est pour être sûr que toutes mes températures sont identiques ou pratiquement identiques. Si vous regardez à l'écran, l'appareil de gauche, la flèche verte, hein, c'est marqué 13, c'est le numéro de mon appareil, parce que comme je vous dis, j'en ai peut-être une vingtaine dans le camping-car qui sont placés un peu partout et qui enregistrent. Là, j'ai 23,10 degrés. Sur l'autre appareil, qui lui a des thermocouples de type K, je suis à 23,2 sur le flèche rouge, là, le numéro 1 d'enregistrement, hein, premier canal. Deuxième canal, 23,2 et flèche bleue. Et troisième canal, 23,3, flèche jaune. Alors j'aurais pu en mettre 4. Malheureusement, j'ai une sonde bleue qui a été blessée. C'est pour ça que j'ai utilisé l'autre appareil d'à côté. Bon, parce que l'appareil avec les thermocouples fait aussi des enregistrements. Alors, je vais me servir de tout ça, mais je vais pas vous faire voir tout, parce que je vais vous faire une synthèse, des mesures et des calculs. C'est ce qui importe. Par contre, ce qui est important quand vous faites ce genre de choses, regardez bien, 23,1, 23,2, 23,2 et 23,3. L'écart entre toutes les mesures, c'est 2 dixièmes. C'est important, parce que quand on va faire des calculs avec des delta T, des différences de température, si vous utilisez plusieurs thermomètres et que les thermomètres ont 2 ou 3 degrés de différence, c'est même pas la peine de commencer les mesures, vous aurez des résultats qui seront complètement faux. Et les résultats, moi aussi, je vais avoir des soucis, on y viendra un peu plus tard, c'est que 2 dixièmes de température, c'est pas assez précis en réalité, avec le gros débit de pompe que j'ai, parce que sur l'échangeur, plus le débit est important avec une puissance donnée, plus l'écart se réduit entre la température d'entrée et sortie d'eau. Et on va arriver avec des écarts de l'ordre de 2 à 3 dixièmes, qui est limite ici pour pouvoir faire une analyse, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la gymnastique intellectuelle et puis comprendre le phénomène. Parce que là, pour revenir pour ce problème d'écart, la puissance de la caméra, c'est 5 watts. Hein. On va regarder tout à l'heure une photo, je vais vous la passer tout de suite. Voilà. La consommation de la caméra avec mon petit appareil qui est mesuré ici. Voilà. Avec ça, je mesure la prise USB qui alimente la caméra, c'est 5 watts. Alors au démarrage, elle est à 7. On va regarder démarrage 7, après 5, une fois que c'est stabilisé. En fonctionnement, bien sûr, 360 degrés, en plus haute définition, parce qu'évidemment, vous filmez que sur un seul objectif, qui est l'objectif de devant en 4K, la consommation va chuter. Voilà, donc 5 watts avec un gros débit d'eau, évidemment, les delta T sont petits, donc... mais bon, c'est ce qui, comme je vous dis, l'important, c'est la démarche intellectuelle. Nous allons donc voir maintenant des mesures, des exemples qui pourront vous servir dans la vie courante. Voilà. Dans la vidéo précédente, vous avez vu que ma pompe tournait, passait dans l'échangeur. J'ai fait tourner cette pompe pendant 24 heures. Si on part de l'idée que le débit d'eau est de 840 litres par heure, ce qui est faux en réalité, on verra ça plus tard, la caméra s'est stabilisée à 31,4 degrés. Alors que si j'avais laissé tourner sans refroidissement, au bout d'un certain temps, peut-être une heure, ce serait coupé en élévation de température. Ce qui veut dire, et l'élévation de température, c'est au-dessus de 50 degrés. Ce qui veut dire quand même que la dissipation se fait bien. À tel point que l'eau est arrivée à 28,5 degrés après 24 heures, pour une température ambiante que j'ai mesurée le matin à 22,4 degrés, mais ici on est dans une véranda, la nuit la température elle a chuté, et comme c'est dans un seau d'eau, il y a des échanges thermiques entre les parois du seau et l'extérieur, mais le dessus du seau est libre, et l'eau est en contact direct avec l'air. Donc là, il y a des déperditions thermiques, mais tout ça, ça s'est équilibré, et le matin, j'avais 28,5 degrés. Il faut tenir en compte aussi qu'il n'y a pas que les 5 watts
de la caméra qui réchauffe l'eau. Il y a la puissance de la pompe qui est dans l'eau. Comme la pompe est immergée, la totalité de la consommation énergétique, électrique de la pompe est évacuée dans l'eau. Donc en fait, ce que nous voyons là, c'est le bilan global, pompe plus caméra, qui a tourné pendant 24 heures. La caméra s'est pas mise en marche, et le matin, j'avais 28,5 degrés. Ça, c'est le premier constat. Second constat, on va faire un petit calcul. Imaginons qu'on mette la pompe dans un réservoir de 5 litres parfaitement isolé. On va laisser tourner pendant 12 heures. Imaginons simplement que la pompe ne dégage pas de chaleur. Allez, qu'elle soit pas dans le réservoir, mais qu'elle soit à l'extérieur du réservoir. Donc, la chaleur apportée, ce n'est que les 5 watts. Avec cette équation que vous voyez à l'écran, sur 12 heures de fonctionnement, vous allez pouvoir savoir à quelle température va arriver votre réservoir. Ça peut être utile. Là, on voit que 12 heures, il faut le multiplier par le nombre de secondes par heure. Donc, c'est 12 fois 3600 secondes. Il y a 3600 secondes dans une heure. Vous avez donc 43 200 secondes de fonctionnement. La capacité thermique de l'eau, c'est 4186 joules par kilogramme et par degré. Donc, je vous ai mis l'équation en dessous. Il faut simplement prendre la puissance en watts, la multiplier par 42 600 secondes, le tout divisé par le poids de l'eau, 5 kg, multiplié par la capacité thermique, et là vous avez un écart sur les 12 heures de 10,3 degrés. Voilà, donc si le matin on démarre à 20 degrés, le soir on sera à 20, au bout de 12 heures, on sera à 20 plus 10,3, donc à 30,3 degrés. Petit aparté, je suis parti sur 5 kg, le poids de l'eau, en partant de l'hypothèse que un litre d'eau pèse 1 kg. C'est pas toujours vrai. Ça, un litre d'eau pèse 1 kg si l'eau est à 4 degrés et que c'est de l'eau pure. Par exemple, une eau pure à 29 degrés pèse 0,996 kg, donc à peine 1 kg par litre. Donc si vous êtes puriste, il faut changer cette valeur-là en fonction de la température de l'eau. Voilà, pour la petite histoire. Et puis si c'est pas de l'eau que vous refroidissez, si c'est autre chose, eh ben, il faut chercher la valeur de C, qui change bien sûr en fonction du fluide. On veut refroidir. Voilà pour ce petit calcul, on va passer à un autre calcul. Alors maintenant, nous allons parler de la conduction. Alors, la conduction, c'est le transfert thermique entre l'échangeur à eau et la caméra. Alors, on sait que la caméra, quand elle chauffe, ça monte à 50 degrés, même plus, puisqu'elle se met en sécurité. Donc, l'objectif, c'est de maintenir sous les 50 degrés la partie où il y a les processeurs, en faisant passer de l'eau dans cet échangeur, je me répète. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour calculer ça? Plutôt pour estimer ça. Les dimensions de la surface d'échange. Là, c'est du 40 mm par 40 mm qu'on transforme en mètres carrés. Donc, c'est 0,0016 mètres carrés. Bon, je vais pas vous expliquer comment on calcule une surface. L'épaisseur de la partie en contact, c'est-à-dire l'épaisseur de la surface ici avec le passage de l'eau. Bon, là, je l'ai estimé à 2 mm. Et là aussi, ces 2 mm, il faut les transformer en mètres, c'est-à-dire 0,002 mètres. Surface de contact de la caméra, 50 degrés. Température d'entrée d'eau dans cet échangeur, 30 degrés. Donc, si on prend l'aluminium, on a un coefficient lambda de 237 watts par mètre et par degré Kelvin, par différence de température. On en a déjà parlé.
Donc si je fais l'équation, 237 multiplié par 0,016 mètres divisé par l'épaisseur en mètres 0,002 mètres, le tout multiplié par la différence de température, hein, en Kelvin, c'est-à-dire des différences de température en degrés Celsius, et on a 3,792 watts. En théorie, avec cet écart de température-là, il n'est pas possible d'évacuer mes 5 watts, puisqu'on est à 3,792. Alors ça dépend de beaucoup de choses, notamment, bien sûr, la température de l'eau. Il suffit de la mettre plus froide, et puis de faire circuler plus d'eau pour optimiser l'échange ici. Mais bon, c'est une méthode de calcul simplifiée, et dans l'équation du dessous, on s'aperçoit que la conduction thermique du cuivre, qui est beaucoup plus fort, hein, 65% plus efficace, et ben c'est la même équation, mais là on arrive à 6,24 watts. Alors évidemment, si on commence à refroidir la caméra avant qu'elle arrive à 50 degrés, eh ben, on n'aura plus les 50 degrés de température de surface de contact. Voilà, ça c'est pour vous faire voir qu'on peut estimer la capacité de conduction thermique entre deux surfaces, avec en fonction comment dire, si c'est de l'aluminium ou du cuivre ou toute autre chose, bien entendu. Peaufinons un peu le calcul précédent. On va partir sur l'hypothèse qu'on utilise le réservoir d'eau froide du camping-car. Disons qu'on a un réservoir de 120 litres et qu'il ne reste plus que 100 litres d'eau dans le réservoir. Donc, si jamais on part sur la puissance dissipée de la caméra, donc l'énergie qui est envoyée au volume d'eau, sur l'exemple que vous voyez à l'écran, on prend toujours la même équation, 5 watts multiplié par 42 000 secondes, c'est-à-dire 3600 secondes par heure multiplié par 12, et le tout divisé par les 100 kg, toujours en partant de l'hypothèse que 1 litre d'eau fait 1 kg, qu'on multiplie par les 4186 joules par kilo et par degré. Voilà. Et là, on aura une élévation de température de 0,5 degrés, en admettant que les parois du réservoir sont isothermes, ils sont parfaitement isolés. Il n'y a pas de déperdition. La déperdition, soit dans un sens, c'est-à-dire de l'eau vers l'extérieur, ou de l'extérieur vers l'eau, ça dépend s'il fait plus froid dehors du réservoir qu'à l'intérieur. Maintenant, il faut prendre en ligne de compte, c'est pour ça que je refais voir comment dire, à l'écran ce calcul, c'est que quand vous mettez la pompe directement dans l'eau, et ben la pompe qui consomme 26 watts s'additionne, l'effet joule de la pompe s'additionne aux 5 watts récupérés dans l'échangeur. Voilà, donc on a en réalité 31 watts de dissipés. Même si on pourrait éventuellement distinguer l'effet joule l'échauffement par effet joule que par l'effet mécanique, de toute façon, comme la pompe entière est immergée, tout se retrouve dans l'eau. Et là, on refait le même calcul, mais dans ces conditions-là, avec 31 watts. Et avec 31 watts sur 12 heures, on a une élévation de 3,11 degrés. Voilà. Donc il faut penser à intégrer différentes choses dans vos calculs. Si on a une bonne compréhension de tous ces phénomènes, eh ben, on arrive à affiner un petit peu les calculs et puis surtout concevoir les installations en conséquence. Car on aurait très bien pu imaginer, sur les 100 litres, plutôt que de mettre une pompe immergée, de mettre la pompe directement en ligne, comme un circulateur, à l'extérieur du réservoir. Dans ces cas-là, on se retrouve donc juste avec les 5 watts dissipés. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à cellules à effet Peltier. Dernière petite précision avant de passer à l'effet Joule, j'allais oublier de le dire. Quand vous mettez la pompe à l'extérieur, donc vous avez plus l'effet Joule du moteur, la chaleur du moteur qui se transmet dans l'eau, mais vous avez toujours l'effet mécanique. Hein.
Donc ça correspond au frottement de l'eau mécaniquement avec la pompe, mais les turbulences, le frottement dans les tuyaux, c'est infime, mais ça compte quand même, et ça peut monter en fonction des pompes et de la qualité des pompes à 20-30%. Les très mauvaises pompes, ça peut même monter à 50% de la chaleur électrique par effet Joule. Vous voyez? Donc ça faut tenir en compte, mais là, c'est franchement, si on est puriste, mais bon, quand on parle théorie, il faut prendre tout en compte. Bon, tout de suite, là, je vais vous faire voir le refroidissement avec une cellule Peltier. Alors, dans une précédente vidéo, pour ma caméra, je vous avais fait voir avec la cellule Peltier qu'on chauffait, qu'on refroidissait de l'air. Donc, le coefficient d'échange par convection de l'air est moins important que par conduction directement quand on applique le système de refroidissement contre la caméra, si on parle d'une caméra. Donc je vais vous faire voir les températures qu'on peut avoir, hein, toujours pareil, les températures ne veut pas dire puissance. Et justement, le but de la fin de la vidéo, c'est d'estimer la puissance frigorifique d'une cellule dans des conditions de fonctionnement données, telles qu'on va le voir sur la vidéo, et la méthode qu'on va utiliser pour comment dire, pour l'estimer, tout simplement. Bon, et puis, tout de suite après cette vidéo-là, je vais mesurer, vous faire voir comment j'ai fait pour mesurer le débit réel d'eau. Quand on vous vend une pompe de 840 litres heure, bah, faut savoir qu'en fonction des pertes de charge, c'est jamais 840 litres heure. Et même s'il n'y a pas de perte de charge, souvent je contrôle dans les conditions où on prend la pompe, on la met dans l'eau, et tout de suite derrière on mesure le débit. Ce qu'ils vous vendent pour 840 avec du 12 volts, j'entends bien, hein, vous n'avez jamais le débit. Hein, surtout quand vous achetez ça chez les Chinois. Mais après, c'est pas grave. Il suffit simplement de tout corriger en conséquence si l'écart n'est pas énorme. Voilà, donc première vidéo. Je vous fais voir la cellule à effet Peltier, jusqu'à quelle température je vais la faire chuter, hein, côté froid, et après, comment je mesure le débit d'eau. Donc voyons maintenant mon petit dissipateur thermique à eau, toujours avec le seau d'eau là, et la pompe dedans. J'ai une sombre en contact avec la partie froide, et l'autre côté, on a l'échangeur thermique, que j'ai mis avec de la pâte thermique, bien sûr. Ici, on a la température de sortie d'eau, retour de l'échangeur, c'est-à-dire qu'on rentre froid. Là, on va voir la température d'eau froide. On va voir ici en premier, je crois que c'est la température ici de surface de la cellule à effet Peltier. Et au milieu, on a la température ambiante. Voilà, il fait 23,5. Donc, je vais mettre en fonctionnement. Et on va voir rapidement que la température ici va descendre. On va voir combien on consomme et toutes les différences de température. Je lance. Voilà, je suis à 12,35 volts. Bon, allez, on va passer ici. Voilà, la température elle chute. 8. 4. Vous voyez un peu la vitesse? Ça, c'est la température de surface ici. Là, c'est glacé. Voilà, nous sommes à moins 3, moins 4. Vous voyez, quand on évacue bien la chaleur côté échangeur, côté chaud de la cellule par l'échangeur, et bien automatiquement ça refroidit plus vite. Donc l'eau ressort à 28, 29. Donc là on est à moins 13. 23 degrés 7 en ambiance et l'eau est à 28. Donc l'eau qui rentre ici. Et on ressort à 29. Bon, on a un gros débit d'eau. Hein. Donc si je soulève ici la sortie, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Là on voit, et j'ai mis la sonde directement dedans. La sonde de température est dans le tuyau. Voilà, donc on va continuer à surveiller.
Nous sommes à moins 15. 24, 23, 5, ça change pas la température extérieure. L'eau est à 22,7 et elle ressort à 29 de l'échangeur. Ici, on va revenir. On a 5,7 ampères et on consomme 71 watts. Oui. Moins 15. Ici, alors l'échangeur, c'est pas facile à voir la température côté chaud. Il faudrait que je puisse faire un coup de... Là, j'ai mis une pastille pour faire une mesure. Si ça arrive à tenir sans que ça se casse la figure avec la caméra thermique. Ouais, on est à 25 degrés. Oh. Ouais, 25 degrés. 25, on a de l'eau, bah, c'est une température moyenne, hein. On a l'eau qui arrive à 24 et elle ressort à 29. C'est le pincement thermique, hein, ce qu'on appelle le pincement thermique. Voilà. C'est froid. Voilà. C'est un peu décollé. Moins 15. Voilà, c'est normal. J'appuie dessus parce qu'avec le froid, le scotch il se décolle. Voilà comment on peut faire du froid. Alors évidemment, là, c'est pas le top, le mieux qu'on puisse avoir au niveau contact. Et c'était pour vous faire voir que eh ben, ça marche bien. Hein. Voilà. Moins 5. Bon, il y a un petit équilibre qui se fait avec la température de l'eau chaude de l'autre côté. Hein. En fait, c'est un transfert thermique. Hein, donc, voilà. Là, on est repassé à moins 17. Moins 18. Ouais, parce que là, ça... c'est pas bien appliqué dessus. Mais on est à moins. Bientôt à moins 20. On est à moins 20. Voilà. Moins 20, il fait 23 degrés, l'eau rentre à 25, et ici, l'eau ressort à 29. Voilà. Bon, bien sûr, il faut mettre, comme je disais, de la pâte thermique. Alors, tout ce que je vous ai fait voir la dernière fois, bah, c'était avec la même cellule, mais appliqué à un dissipateur à air, avec des ventilateurs, pour faire un mini climatiseur. Bon, mais c'est vrai que là, au niveau température, dès qu'on refroidit avec de l'eau, c'est quand même beaucoup plus efficace. Et puis là, si on applique ça sur la caméra, on travaille en conduction et non en convection, ce qui fait qu'on est encore plus efficace. Voilà. Et la consommation. Ah, le rendement, hein, c'est pas terrible, hein, parce que là, comme je dis toujours, la température n'a rien à voir avec la puissance. Hein. C'est pas parce que vous avez du moins 20 que vous allez pouvoir refroidir un congélateur. On est bien d'accord. Voilà. Donc c'est simple ce que j'ai fait. J'ai mis mon chronomètre en marche sur 1 minute et j'ai basculé le rejet de la pompe dans un second seau. Et au bout d'1 minute, j'ai arrêté et j'ai été mesurer la quantité d'eau qu'il y avait dans le seau. Alors je l'ai mesuré avec un truc de cuisine où on a les millilitres, mais j'aurais pu peser le seau et faire la différence de poids. Bon, peu importe le système. Donc j'ai calculé que j'avais 240 litres par heure. Hein, donc j'ai multiplié la quantité par 60 pour avoir le nombre de litres par heure. Donc 240 kilos d'eau
Si on part du principe qu'un litre pèse 1 kg, hein, toujours pareil. Ce chiffre, vous le divisez par 3600 et vous avez 0,0667 kg d'eau qui passe par seconde dans l'échangeur. Que vous multipliez par la capacité thermique que nous avons déjà vu, hein, 4186 joules par kilo et par degré, et que vous remultipliez par la différence de température qui est de 0,3. Alors là, on est dans des petites puissances. Je suis pas sûr du 0,3 parce que la puissance est tellement petite qu'avec la précision des appareils, là, on est dans les limites de la limite de précision, hein, parce que on n'a pas une précision de 0,2. Enfin, on a vu qu'on avait une précision de 0,2, même en faisant la différence des précisions entre sondes, bon, j'arrive à 0,3. Alors la puissance aurait été supérieure, ça aurait été plus facile parce que les erreurs de mesure ont permis d'avoir une précision meilleure. Bon, peu importe. Le principe, c'est de voir comment on fait les calculs. Donc vous prenez les 0,0667 que vous multipliez par les 4186 et les 0,3 de différence de température, et on a une quantité de chaleur rejetée dans l'eau de 83,52 watts. Beaucoup plus que tout à l'heure, mais on n'avait pas de cellules à effet Peltier tout à l'heure. Ça, c'est une manière de calculer avec la capacité thermique de l'eau. Mais vous pouvez aussi utiliser la formule que j'ai utilisée pour l'air. Souvenez-vous, dans ma vidéo où j'ai regardé les capacités de chauffage et de consommation des chauffages gasoil autotherme, et après je l'ai fait sur le Webasto chinois Vevor, j'avais mesuré les débits d'air, hein, c'est la base, hein, si on veut faire des mesures sur l'énergie, et là j'avais mis une résistance de puissance électrique connue dans une gaine, que j'avais isolée en plus, hein, et j'avais mis une sonde avant, une sonde après. Je ne m'étais pas limité à la puissance de la plaquée sur la résistance, parce que j'ai préféré mesurer la réalité, c'est-à-dire j'ai mis un wattmètre qui tient compte de la tension et tout, et j'avais des puissances réelles de la résistance et des températures entrée-sortie, et j'avais utilisé 0,34. C'est-à-dire que pour avoir un débit, ou une puissance, hein, là on va partir de la puissance, on prend 0,3 différence de température. Alors, si c'est sur l'air, il faut utiliser 0,34, si c'est sur l'eau, c'est 1,16. Donc 0,3 différence par 1,16 par 0,24 mètres cubes, donc là c'est des mètres cubes, et on a la même valeur de 83 watts,52. Ça y est, j'y arrive. Ah oui, j'improvise tout, hein, donc au fur et à mesure, des fois, je fais des petites erreurs, mais c'est pas grave, j'essaye de me rattraper. Voilà, donc là, deux manières de calculer, hein. Mais bon, les résultats sont les mêmes, c'est vous qui voyez ce qui est plus pratique. Donc maintenant, on sait qu'on rejette dans l'eau 83,52 watts. Comment on calcule la puissance frigorifique? Eh ben, c'est simple. La puissance frigorifique, c'est la puissance qu'on rejette dans l'eau, moins la puissance consommée par la cellule. Voilà, c'est tout simplement une soustraction. C'est comme une pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est quoi? C'est la puissance frigorifique de la chaleur que vous absorbez dans l'air ou dans de l'eau, que vous restituez, plus la consommation du compresseur dans le chauffage. Donc c'est un cumul de deux puissances. C'est pour ça qu'on dit pompe à chaleur, parce qu'on pompe la chaleur. Et bien là, c'est exactement le même principe. Donc si on part juste sur la puissance de la cellule, la puissance froide de la cellule, on a quoi? On a vu qu'on consommait 71,27 watts. Ça, c'est avec la pompe. Et la pompe sol, c'est 21 watts. Donc, quand on fait la soustraction des deux, on dit, voilà, la cellule consomme 50,14 watts. Seule. La puissance frigorifique, c'est les 83,52 watts rejetés dans l'eau, moins la consommation des 50 watts consommés, et vous avez une puissance frigorifique de 33,38 watts. La puissance frigorifique de votre cellule. Alors si je mets la cellule contre ma caméra, qui produit 5 watts, on va voir que la cellule est surpuissante
par rapport à ce qu'on a besoin d'évacuer, et que je vais risquer d'avoir des températures négatives contre ma caméra, ce qui n'est pas forcément bon, parce qu'on risque de se retrouver avec de la condensation à l'intérieur. Donc, ou à l'extérieur aussi. On va pas l'apprendre, mais l'exercice intellectuel, c'est de faire le calcul. Et après, on peut calculer un COP, hein, le coefficient de performance de la cellule. C'est quoi? C'est la puissance frigorifique divisée par les 50 watts de puissance consommée uniquement de la cellule, c'est-à-dire 0,67. C'est pas un super COP, parce que si on compare une pompe à chaleur, on a des COP de 3, voire même 4, comment dire, ouais, de 3 ou 4 par rapport. Alors, 3 ou 4, un COP de 3 ou 4, c'est-à-dire que si vous avez un COP de 4, vous consommez 1 kW, vous restituez 4 kW de chaud. Ouais. Mais là, on est plutôt dans des COP en dessous de 1. Bon, très mauvais rendement des cellules, c'est pour ça qu'on ne les retrouve pas partout, hein, ces cellules-là, parce que énergétiquement, c'est très mauvais. Surtout si on prend le COP global, donc c'est ma dernière ligne, où on dit, voilà, mais la production de froid, elle n'est pas à comparer à la consommation de la cellule, puisque le système consomme même avec la pompe. C'est-à-dire qu'il faut rajouter la consommation électrique de la pompe. Et là, on se retrouve encore avec un COP de 0,47, le coefficient global. Quand on vous donne un COP pour une pompe à chaleur, ça inclut les pompes de circulation, les ventilateurs, ça inclut tout, en fonction si c'est un système RO, OO ou autre. Hein. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire sur des petits calculs comme ça qu'on peut faire pour essayer d'estimer des choses ou mieux comprendre un peu le phénomène physique de tout ce qui se passe. Bon, ça, je ne sais pas si ça sera utile. En tous les cas, je vous donne les informations, vous en ferez, si vous avez l'utilité, ce que vous pouvez en faire. Bon, j'ai été clair? Non, pas du tout. C'est clair. Bon, alors on va s'arrêter là. Je vais maintenant continuer à travailler sur un autre projet. Alors là, celui-là, c'est chaud, c'est compliqué, mais c'est hyper intéressant. C'est des cellules Seebeck. C'est-à-dire, c'est l'inverse des cellules à effet Peltier. Là, on met du courant, on fait du chaud, on fait du froid. La cellule Seebeck, c'est l'inverse. C'est de la thermoélectricité. Hein. C'est-à-dire qu'on chauffe la cellule d'un côté, on la refroidit de l'autre, et on fabrique de l'électricité. Vous voyez? Mais ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec un camping-car avec ça? Bah, tout simplement, sur le chauffage, c'est mon objectif, hein, sur le chauffage gasoil, d'appliquer des cellules comme ça sur l'échappement, et de pouvoir produire de l'électricité. C'est-à-dire que l'hiver, quand vous chauffez le camping-car, eh ben, on récupère l'énergie qui est perdue, parce que c'est perdu dans le pot d'échappement, pour aller sur des cellules thermoélectriques à effet Seebeck, et de pouvoir produire de l'électricité pour renvoyer à la batterie, pour recharger la batterie. Alors les quantités ne seront pas énormes, mais ils peuvent être quand même assez significatives, et je suis en train d'étudier ça. Je vais faire déjà une première vidéo complètement théorique, avant de me lancer dans la réalisation d'un proto, déjà pour voir si ça vaut le coup ou pas. Donc prochaine vidéo sur la thermoélectricité pour fabriquer de l'électricité à partir de la chaleur. De la chaleur, il faut aussi du froid, bien sûr. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, et j'espère que ça sera bientôt. Profitez, si vous êtes en vacances, de vos camping-cars et de vos voyages. A plus, au revoir.